Alors bon, déjà, bon, merci à toutes et à tous d'être venus dans cette conférence pour les premiers gestes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour secourir un oiseau en détresse? Donc, on va partir donc du premier thème à gauche jusqu'à droite, où d'abord on va voir dans quelle situation un animal est en détresse, comment gérer la contention, donc ce qui est le garder en captivité, l'attraper, etc., le temps de l'amener en centre de soins, les premiers soins, tout ce qui va être question de nourriture, et ensuite donc les questions de transport jusqu'au centre de sauvegarde. Et puis bien sûr, en dernière partie, les questions. Donc tout d'abord, un animal en détresse, il y a plusieurs types selon l'âge. À chaque fois, un oiseau ou un oisillon qu'on va trouver ne sera pas forcément, on n'aura pas forcément besoin de le ramasser ou autre. Donc déjà, on a le premier cas qu'on a pas mal en ce moment, qui va être les poussins nus ou en début de plume. Donc là, quand vous trouvez un oisillon en fait de cet âge-là, il est systématiquement en détresse, puisque là, s'ils ne sont pas remis dans le nid, ce qui parfois est compliqué, puisque déjà il faut trouver le nid, des fois il est inaccessible, notamment pour les espèces qui nichent très haut, moineaux, martinets, hirondelles. Là, pour ces espèces-là, voilà, il y a un danger parce qu'ils ne pourront plus être nourris par les parents. Donc la deuxième option, c'est de les emmener en centre de sauvegarde, malheureusement. Ensuite, vous avez l'âge, le stade un petit peu plus au-dessus. Dès que vous avez un oisillon qui est plumé, qui n'est pas volant, qui bien souvent marche, se balade, mais là on n'est pas sur un cas par exemple d'oiseau en détresse, pas systématiquement en tout cas. C'est-à-dire que vous avez une grosse partie d'oisillons qui vont sortir du nid avant d'être volants. Le nid étant souvent trop petit pour la nicher entière, ils finissent par crapahuter un petit peu en dehors du nid. Et les parents en fait continuent de s'en occuper en dehors de ce dernier. Donc il n'y a pas forcément besoin de ramasser un oisillon de ce type-là à chaque fois. Bien sûr, il faut identifier l'environnement. Si vous avez effectivement, s'il est à côté d'une route, des fois on a des oisillons comme ça qui sont absolument en pleine ville, ultra, ultra passante, où il n'y a que de la route, que du bitume. Bon, là, on sait que de toute façon, sa survie est compromise. Donc là, dans ce genre de cas, voilà, on le ramasse, mais dans l'idéal, il faut essayer de le laisser sur place. Après, dans certains cas, effectivement, on sait qu'on a toujours la problématique des chats ou autres qui traînent. Mais là, il ne faut pas hésiter à nous appeler ou consulter notre site internet. On a justement des techniques qui sont développées pour laisser l'oisillon auprès de ses parents, tout en le protégeant des prédateurs domestiques que sont le chat et le chien. Puisque du coup, on n'intervient pas lors d'un risque de prédation sauvage, c'est-à-dire s'il y a un renard, un rapace, ça fait partie de la nature et dans ces cas-là, on n'intervient pas. Ensuite, donc, le dernier et le plus courant, toute l'année, tout le temps, c'est les adultes. Donc là, dès que vous avez un adulte qui est blessé, qui ne vole pas, qui est donc ce qu'on peut dire capturable, il est forcément en détresse, puisque un adulte qui est en bonne santé ou autre ne se laissera pas capturer de toute façon. Donc il y a forcément un souci. Et donc là, comment différencier un jeune d'un adulte? Puisque vous me direz, entre une petite mésange, un merle ou un rapace, ben, forcément, ils n'ont pas la même taille, donc c'est dur à évaluer. Donc généralement, le critère qu'il faut prendre en compte, c'est la taille des plumes de la queue. C'est-à-dire qu'un adulte qui a fini sa croissance aura une queue assez longue, qui fera à peu près la moitié de son corps. Alors que, comme vous avez pu voir dans la photo précédente du petit merle qui était en émancipation, la queue est plutôt courte. Là, c'est parce que justement, elle est en début de pousse. Et là, on est vraiment sur un oisillon. Alors qu'un adulte, il aura forcément une queue très longue. Encore plus longue des fois pour certaines espèces, notamment les pies, mais ça, c'est quelques exceptions. Mais voilà, c'est vraiment le critère. Et si vous pouvez l'attraper, si vous voyez du sang, voilà, et ça, que vous voyez du sang pour n'importe quel stade, l'âge de l'oiseau, c'est qu'il y a forcément, c'est que là, il est forcément en détresse. Donc là, dès qu'on a identifié, donc si l'oiseau a vraiment besoin d'être récupéré, donc là, on va partir maintenant sur le cas où il doit être récupéré. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour le mettre en sécurité. Donc déjà, dans un premier temps, il y a le contenant.
Donc le contenant est très important. De manière générale, il faut essayer de le préparer à l'avance, de manière à pas se balader avec l'oiseau dans les mains et ensuite faire le carton avec l'oiseau dans les mains, parce que ça reste très stressant. Après, on fait comme on peut, hein. Chaque situation est forcément différente. Mais de préférence, il faut un carton ou un contenant opaque à bord lisse. Alors pourquoi? Parce que si vous le mettez dans une cage, notamment pour certaines grosses espèces, quand il s'énerve justement dans cette cage, il y a risque qu'il se coince les plumes ou même une aile entre les barreaux des cages et se les casse ou se crée une autre blessure ou aggrave éventuellement la blessure qu'il avait déjà. Donc voilà, il vaut mieux quelque chose de lisse et opaque. Pourquoi opaque? Parce que du coup, comme ça, il ne voit pas ce qui se passe autour et ça limite justement le stress. Après, dans le fond, on conseille généralement une serviette ou un polaire, quelque chose justement pour que l'oiseau ne glisse pas, puisque forcément, un contenant avec des bords lisses, et ben, avec les serres, les petites griffes des oiseaux, bah, ça glisse énormément, donc ça risque de le stresser. Quand vous avez des oisillons en plus de ça, il risque de glisser et de rester les pattes totalement écartées, ce qui va poser souci pour sa croissance. Et bien sûr, donc un tissu qui ne s'effiloche pas pour éviter que l'oiseau ne se coince les pattes dedans. Et après, en hiver, ou si c'est un oisillon, toujours une bouillotte sous le tissu. Donc une bouillotte, même de fortune, hein, une bouteille d'eau chaude suffit amplement. Et j'insiste aussi sur oisillon, même aussi en cette période où il fait très chaud. Notamment, on a eu beaucoup de cas ce matin où on a accueilli, du fait de la canicule hier, on a accueilli 15 moineaux de tous âges, hein, et presque un tiers sont arrivés ce matin en hypothermie parce que comme il faisait chaud, les personnes n'ont pas osé les recouvrir plus ou mettre une bouillotte et ils sont arrivés chez nous totalement froids et certains malheureusement en sont morts. Donc j'insiste bien sur le fait qu'il faut une bouillotte même en été et même la nuit, puisque la température corporelle, pour info, est de 40 degrés chez les oiseaux. Donc ils ont besoin de quand même un peu plus de chaleur que nous. Ensuite, la capture. Donc la capture, bon, il y a un petit peu d'équipement à avoir, on va dire. Alors c'est pas forcément de l'équipement de professionnel, mais ça se trouve assez facilement. Donc une paire de gants, donc de préférence pour tout ce qui va être rapace, et de préférence des gants en cuir, qui du coup protègent mieux que si vous prenez des gants d'hiver ou des moufles, hein, les serres ou le bec peut passer à travers. Pour les autres, c'est optionnel. Donc par autres, j'entends notamment les corbeaux ou autres qui ont des becs assez épais, qui peuvent être un peu puissants, qui peuvent faire mal, mais sans créer de blessures. Vous avez ensuite donc la serviette ou un tissu épais qui va être très utile. Ça va être, on va dire, l'élément principal de capture pour justement en fait recouvrir l'oiseau dans son entièreté si possible, au minima au moins la tête, de manière à ce que l'oiseau perde sa vision. De ce fait, il sera beaucoup plus calme dans une grande majorité des cas. Certains vont quand même un petit peu essayer de bouger pour s'en défaire, mais au moins vous aurez recouvert l'oiseau. Vous pourrez l'attraper et le plaquer un peu plus facilement au sol. Ça vous fera une protection supplémentaire puisque si l'oiseau attrape la serviette avec ses serres, si c'est un rapace par exemple, eh ben, il ne va pas la lâcher. Donc concrètement, même si vous n'avez pas de gants, ça va éviter qu'il vous rattrape la main. Bon, de manière générale, il faut toujours essayer d'attraper l'oiseau directement sur le dos. Éviter de l'attraper quand l'oiseau est face à vous, les serres en avant. En l'attrapant sur le dos, les serres sont donc devant vous dans le vide et donc ça évite les éventuelles blessures. Donc on n'a pas forcément toujours ça sur soi, surtout si on se balade ou autre, c'est pas toujours évident. Bon, là en été, il fait très chaud, donc on n'a pas tous une veste, mais si ça arrive notamment en hiver, vous pouvez l'utiliser aussi pour recouvrir l'oiseau et remplacer la serviette. C'est aussi une très bonne alternative quand on n'a que ça sous la main. Donc comme je vous ai dit, donc, il y a quelques points à faire attention, donc notamment les serres pour les rapaces, qui vont vraiment être un élément un petit peu dangereux, puisqu'ils ont pas mal de force dans les serres. Ces dernières peuvent être un petit peu pointues, donc il peut quand même y avoir risque de perforation de la peau, d'où les protections. Le bec qui va faire mal, mais sans créer de grosses blessures, donc là, à faire attention aussi. Chez certaines espèces, c'est uniquement le bec, donc notamment chez les espèces
qui sont principalement piscivores, qui mangent du poisson ou des batraciens, enfin tous les animaux aquatiques, notamment donc, vous avez cigognes, hirons, les cormorans, donc on peut rencontrer nous pas mal en Auvergne, mais vous avez tous les autres oiseaux d'eau, comme par exemple du fou de bassan, du goéland notamment, qui est très répandu. Et donc ces derniers au bec ont des becs un petit peu crantés, justement pour éviter que quand ils attrapent du poisson ou autres animaux glissants, ce dernier glisse. Donc du coup, ils ont, on va dire, les becs qui sont un peu plus tranchants et qui sont un peu plus dangereux que ceux des rapaces. Donc chez ces oiseaux-là, c'est le bec qu'il faut immobiliser en premier pour éviter les blessures. Et après, pour les grosses espèces, qui restent assez rares, mais il faut faire attention quand même aux coups d'aile. Quand vous avez des cygnes, des vautours, voilà, des gros oiseaux concrètement. Ça ne fera pas de blessure, ça vous mettra une bonne claque, mais voilà, il n'y a pas de danger. Disons que là, il faut surtout s'inquiéter de manière générale au cerf et au bec de certaines espèces. Ensuite, donc, vous avez l'installation. Donc, dès que l'oiseau en fait, a été mis en carton, capturé, etc., il faut toujours le mettre en intérieur. Bien souvent, des personnes les laissent dans leur garage ou les laissent dehors en pensant que voilà, c'est bien parce que comme ça, il est dehors dans son environnement. Sauf que le risque, c'est que l'oiseau se fasse prédater par un prédateur domestique ou sauvage. Mais voilà, donc vous avez aussi les problèmes de température. Quand vous avez dans votre garage, bon là en été il fait un petit peu chaud, donc encore ça va, mais des fois quand les personnes les mettent dans leur garage en hiver où il va faire que 17 degrés, ben là, même si vous mettez une bouillotte par exemple, la bouillotte va perdre en température beaucoup plus vite et votre oiseau risque de mourir d'hypothermie beaucoup plus vite s'il est blessé. Il faut le mettre dans le noir, au moins les premiers temps, de manière à ce qu'il déstresse. Parce que dès qu'un oiseau est dans le noir, même pour un rapace nocturne, il va assimiler ça à la nuit et sans vision, il va plutôt se calmer, éviter de s'énerver. Et donc, ça va éviter qu'il aggrave ses blessures, s'il a des fractures, des choses comme ça, ou de limiter le rythme cardiaque ou autre, notamment aussi s'il y a hémorragie et donc qui peut accélérer l'hémorragie. Donc, le noir est aussi primordial dans les premières 24 heures. Et bien sûr, donc éviter de le manipuler, de le montrer, de le caresser si c'est un bébé, etc. Donc l'élément principal, ça reste le stress. Pour les bébés, c'est aussi une histoire d'imprégnation humaine pour éviter qu'ils ne s'habituent pas trop aux humains. Ensuite, donc, dès que donc, vous avez l'oiseau, vous l'avez identifié comme étant en détresse, vous l'avez capturé, il est en carton. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est est-ce qu'on fait des premiers soins? Hop. Et bien là, concrètement, non. Il faut éviter de faire des soins avant que l'oiseau n'aille chez un vétérinaire ou arrive au centre de soins et soit diagnostiqué par un soigneur. Pourquoi? Parce que si on n'a pas les compétences, on peut aggraver justement la situation de l'oiseau. Parce que s'il a une fracture, qu'on essaie de le manipuler pour regarder, pour faire une attelle, mais qu'elle est mal faite, on risque justement d'aggraver cette fracture qui parfois peut être une fracture fermée, peut s'aggraver en fracture ouverte, en déchirant les muscles, les tissus et autres autour. Et donc après, nous, derrière, avec le vétérinaire, on ne peut plus rattraper cette blessure. Sans parler du stress avec certaines espèces comme les pivers qui sont des oiseaux très cardiaques, donc qui, pour un bruit un peu trop fort, peuvent mourir d'un coup. Donc voilà, il faut faire attention à ça et donc éviter de faire des premiers soins. Le premier soin vraiment important, c'est le calme et la chaleur. Vraiment, ça, on insiste énormément là-dessus puisque dans beaucoup de cas, on a des oiseaux qui nous arrivent au centre de soins en hypothermie et souvent meurent parce qu'ils étaient déjà trop froids et que nous, derrière, on n'arrive pas à les remonter en température, malgré tapis chauffant et malgré des fois aussi de la réhydratation en sous-cutanée. L'oiseau a déjà atteint un point de non-retour. Ensuite, donc, vous avez la nourriture. Donc la nourriture, il faut faire très attention déjà à ne pas en donner tant que l'oiseau n'est pas en état de la digérer. C'est-à-dire que déjà, si votre oiseau est en hypothermie, il faut éviter de lui donner quoi que ce soit. Un oiseau qui va manger quelque chose alors qu'il est froid va consommer beaucoup plus d'énergie pour digérer ce qu'il a avalé
que pour se réchauffer. C'est-à-dire qu'il y aura un très mauvais équilibre et les calories ne vont pas être utilisées pour réchauffer le corps. Il faut, on va dire, une température minimale atteinte pour que justement ça soit efficace. Après, donc, il y a des aliments à éviter. Donc tout ce qui va être lait et dérivés, les oiseaux n'étant pas des mammifères et donc n'ayant jamais été allaités, n'ont absolument pas les enzymes pour digérer le moindre lactose. Donc il ne faut pas en donner. Ça peut donner des diarrhées pour certains oiseaux un peu faibles, certains oisillons. Ça peut les tuer. Donc il faut à tout prix éviter. Le pain, beaucoup de personnes donnent encore du pain. Bon, ça commence à s'essouffler maintenant quand même avec toute l'info qu'on donne, mais le pain est peu nutritif. Il contient beaucoup de sel qui est dangereux à haute dose pour les oiseaux, encore plus que pour nous. Nous, mammifères, on l'élimine dans nos urines. Les oiseaux, non. C'est les reins qui vont tout filtrer. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les reins ayant trop été usés, ne fonctionnent plus et forcément finissent par en mourir. Donc il faut éviter le pain à tout prix. Et après, vous avez aussi des cas plus directs avec la mie de pain qui peut, si l'oiseau en mange, on va dire, sec, et boit derrière, ça peut gonfler dans l'estomac et donc créer une occlusion. Et vous pouvez aussi, même quand il le mange déjà mouillé, trempé en plus des fois dans du lait, on a encore des fois cette recette qui ressort de temps en temps, ça peut se coller aux parois des intestins et au bout d'un moment faire bouchon et occlusion intestinale. Donc à éviter. L'avocat, bon, personne donne vraiment d'avocat comme ça, mais l'avocat reste un fruit qui contient une molécule, alors je ne l'ai plus en tête, je ne vous la dirai pas ce soir, mais qui est mortelle. Vraiment, c'est notamment les personnes qui ont des perroquets ou autres becs crochus à la maison qui, dans le passé, en ont fait la triste expérience. Et donc, de toute façon, c'est pareil en fait pour tous les oiseaux, vraiment. Donc ça, voilà, quoi qu'il arrive, n'en donnez jamais. Le riz cru, disons qu'on peut le donner en secours pour des pigeons, on le verra plus tard, mais si vous le donnez cru, pareil, s'il boit derrière, ça peut gonfler un peu plus dans l'estomac et créer une occlusion. Donc à éviter. La pâtée pour chien et chat aussi, souvent trop liquide, trop grasse, et en fait, pareil, ça peut donner des diarrhées, et c'est encore plus grave pour les oisillons, pour qui les plus faibles peuvent en mourir. Donc à éviter un maximum. Donc, si on part du constat que l'oisillon ou l'adulte est bien réchauffé et qu'il est donc en capacité de manger, donc voici quelques aliments que vous pouvez donner justement le temps de nous contacter ou de nous l'emmener. Donc vous avez pour tous les petits passereaux, donc on va dire de la mésange grimpero jusqu'au corbeau corneille, vous pouvez donner donc des croquettes, donc croquettes pour chat, croquettes pour chien, il n'y a pas vraiment de préférence, vous les faites gonfler dans de l'eau et ensuite vous les donnez en morceaux ou entières à la pince environ toutes les heures jusqu'à ce que l'oiseau donc soit rassasié. Vous avez aussi donc pour tout ce qui est pigeons, tourterelles. Donc pareil, là ce qui est plus facile à avoir et souvent beaucoup de gens ont, c'est des petits pois ou maïs en boîte. Où là, bon, c'est un petit peu plus laborieux puisque généralement eux n'ouvrent pas le bec comme peuvent le faire les autres passereaux. Enfin les passereaux, parce que eux c'est des colombidés. Où là, on va être plus sur un gavage à la main, où là, c'est un peu délicat puisqu'il faut ouvrir le bec. Donc là, il y a quand même un risque de fracture de la mandibule si on ne le fait pas assez délicatement. Donc vraiment, si vous ne le sentez pas de le faire, attendez, c'est pas grave. La plupart du temps, ils sont déjà bien nourris par les parents. Et après, quand on les récupère, il n'y a pas de souci. Même s'ils ont perdu un peu de poids, ils remontent très vite derrière. Mais voilà, eux, l'avantage, c'est qu'il suffit de les gaver. On leur remplit donc le jabot, cette poche qui est sur le chemin donc, de l'œsophage, qui va d'abord stocker la nourriture. Et dès que la nourriture en fait, est bien stockée, il va la transmettre ensuite à l'estomac tout au long de la journée. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de les nourrir régulièrement comme on peut l'avoir avec des passereaux, des insectivores, omnivores, etc.
Si vous avez des canetons, eux, l'avantage, c'est que, comme tout oiseau nidifuge, comme les poussins de poule, dès qu'ils sortent de l'œuf, ils sont en capacité déjà de s'alimenter tout seuls. Des fois, il faut un petit peu les stimuler en imitant un picorement ou autre, comme pourraient faire les parents. Mais souvent en donnant de la verdure, tout ce qui va être salade, trèfle, lentilles d'eau, si vous en avez, ça c'est le top. Et des fois, et plus facile à trouver aussi, aliments poussins dans les animaleries, que vous mettez donc dans une petite coupelle d'eau, parce que du coup les canetons, eux, vont un petit peu, on va dire, floquer, vont un petit peu manger ce qu'il y a à la surface de l'eau plus facilement. Et après, donc, par contre, enlever la gamelle le soir, parce que les canetons ont une fâcheuse tendance à vouloir barboter trop souvent et à s'en foutre partout. Et après, ils ont un plumage qui est très sale. Et un plumage sale n'est pas étanche, ne garde pas la chaleur. Et du coup, ils peuvent attraper froid. Après, vous avez les jeunes rapaces. De manière générale, pour tous les rapaces, vous donnez donc de la viande crue. Bon, quelle que soit la viande, il n'y a pas vraiment d'importance. Steak haché, poulet, steak, ce que vous avez sous la main. Si c'est un tout petit vraiment avec les yeux à peine ouverts, c'est un nourrissage à la pince. Matin et soir de préférence, de manière à essayer d'à peu près se caler sur un rythme euh, adapté aux espèces. Et après, si l'oisillon, lui, tient debout, s'il se déplace tout seul, il est en capacité de manger seul. Donc là, il n'y a pas besoin de s'amuser à lui donner directement. Vous mettez la viande, des petits morceaux de viande dans le fond de sa caisse. Donc là, bon, il ne faut plus qu'il soit dans le noir, il faut quand même qu'il ait un petit peu de lumière à ce moment-là. Mais il est en capacité de manger tout seul. Donc là, voilà, il n'y a pas besoin d'intervenir. Et après, donc, pour les adultes, donc là, bah, c'est uniquement à disposition. Oui, j'ai oublié, juste avant, enfin, vous avez dû voir. Oui. Donc les aliments de secours que je vous ai indiqués ici pour les jeunes, donc c'est vraiment de l'aliment de secours. C'est-à-dire, ne vous amusez pas à élever des oiseaux uniquement avec ce que vous voyez ici. Parce que du coup, tous ces aliments peuvent créer des carences au bout de quelques jours. On a eu beaucoup de jeunes rapaces nourris uniquement avec du steak haché et qui sont arrivés avec un squelette totalement désarticulé. Donc surtout, vous nous contactez et si vraiment vous ne pouvez pas l'amener, on essaiera de trouver une solution un peu plus viable le temps de nous l'apporter. Mais surtout, ne gardez pas ça en tête et ne vous amusez pas à élever un oiseau ou à donner ses conseils pour que quelqu'un les élève sur plusieurs jours avec ça. Voilà, c'était le retour en arrière. Hop. Les adultes. Donc là, les adultes, c'est donc de manière générale mettre à disposition. Pareil, si un adulte de toute façon ne mange pas seul, il faut éviter d'essayer de le gaver parce que le risque, c'est d'aggraver les blessures, le stress, de vous blesser si vous ne savez pas bien le maintenir, ou si l'oiseau n'est pas, pareil, encore en état de manger seul pour X raisons, hein, blessure interne, hypothermie ou autre. Voilà, vous mettez à disposition. Donc pour les passereaux, de manière générale, vous pouvez mettre à disposition des graines, des insectes. Souvent, les vers de farine sont assez facilement trouvables en animalerie, magasins de pêche, etc. Pour les omnivores, un peu comme les corbeaux, vous pouvez mettre aussi un petit peu de viande. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais pour eux aussi, vous pouvez un petit peu en mettre. Pour les pigeons et tourterelles adultes, donc là, on met du riz cuit. Bien sûr, non assaisonné, hein, ils n'ont pas besoin de riz avec un peu de sel hein, pour éviter les problèmes aux reins comme je l'ai décrit avant. Et puis, si vous avez des graines à disposition, parce que vous avez des poules, parce que vous avez des canaris, parce que vous avez des perruches, pareil, vous pouvez leur en mettre aussi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ils s'acclimateront très bien. Donc ensuite, tout ce qui est scie, noix, canard, voilà, de la verdure, pareil, de l'aliment poussin ou en animalerie. Bon, généralement, eux, ça reste des oiseaux proches de toute façon des oiseaux de basse-cour, hein, donc l'alimentation reste assez proche et facile à trouver. Et les rapaces adultes, donc si le rapace, pareil, n'a pas de blessure et ne l'empêche pas de tenir debout, vous pouvez lui laisser à disposition donc, de la viande crue. Donc généralement, c'est à environ 60 à 100 grammes par jour par rapace. Et après, donc, systématiquement de l'eau à disposition.
avec une gamelle adaptée à sa taille. Évitez de mettre un bol énorme à une mésange et de ne pas mettre un bouchon de bouteille d'eau à un corbeau. Alors ça peut paraître risible dit comme ça, mais on l'a déjà vu et forcément il y a eu des accidents avec la mésange qui était totalement trempée parce qu'elle était tombée dans le bol d'eau ou le corbeau déshydraté parce qu'en fait ça lui suffisait pas. Donc voilà, il faut l'adapter et il faut quand même l'enlever le soir pour être sûr que l'oiseau n'aille pas se poser dedans ou tomber dedans et avec la baisse de température nocturne, tomber encore plus en hypothermie. Hop. Et donc ensuite, bon, dès que tout ça a été fait, forcément au bout d'un moment, il va falloir que l'oiseau arrive en centre de soins. Donc là, le transport. Et donc là, c'est plus un appel à volontaires, à bénévolat, puisque nous, en tant que centre de sauvegarde à Clermont-Ferrand, on gère tout le secteur Auvergne. On gère des fois aussi un petit peu bordure Cher, Nièvre, des fois Creuse, Corrèze aussi. Et malheureusement, on a du mal à trouver des personnes disponibles. Si possible, donc des personnes qui puissent faire le trajet dans le cadre de leur travail, donc ils le font tous les jours. Comme ça, au moins, on a des trajets réguliers. La personne, voilà, ça lui change pas sa route, donc ça lui fait pas de frais en plus. Mais voilà, disons que c'est la dernière étape qui manque cruellement et qui nous permettrait d'avoir des oiseaux plus rapidement au centre de soins et donc d'éviter de les avoir 3-4 jours plus tard et que l'oiseau soit déjà dans un état très faible ou autre, ou une blessure qui n'a pas été soignée, du coup qui est plus du tout réparable parce que maintenant trop vieille. Et donc voilà, pour l'oiseau, ça sera forcément mieux de toute façon parce que ça a pris rapidement en charge. Nous, en tant que salariés, on ne peut pas se déplacer pour tous les oiseaux d'Auvergne, puisque déjà c'est un chiffre trop énorme, et parce qu'après sinon en fait il n'y a plus personne en soins, il n'y a plus personne à l'accueil, au téléphone, donc le centre serait en fait presque fermé continuellement s'il fallait qu'on aille chercher les oiseaux à chaque fois qu'on nous appelle. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de bénévoles transporteurs. Sachant que voilà, les bénévoles, nous on s'adapte à leurs contraintes. Voilà, s'ils nous disent qu'ils font le trajet uniquement de tel endroit à tel endroit, voilà, on contactera que si c'est de tel endroit à tel endroit, tout simplement. Et puis du coup, en tant que bénévole transporteur, les bénévoles transporteurs ont droit à une réduction d'impôt en notant bien donc les kilomètres qu'ils ont effectués dans le cadre de cette mission. Nous, dès que l'oiseau arrive au centre de soins, on note les kilomètres effectués. Bon, pas hésiter aussi à demander et à indiquer les kilomètres faits auprès des personnes qui vous accueillent, si jamais vous devenez transporteur, parce que du coup, on a beaucoup de bénévoles et beaucoup de stagiaires qui changent donc tous les mois, et donc le souci, c'est qu'ils ne pensent pas forcément. Nous, en tant que salariés ou service civique, on y pense, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut bien insister pour le dire à la personne qui vous accueille, qui enregistre l'oiseau, si jamais vous devenez transporteur bénévole. Voilà. Et puis après, bon, bien sûr, vous avez le bénévolat en centre de sauvegarde que je n'ai pas évoqué. Mais si vous n'êtes pas loin, vous pouvez aussi venir nous aider au centre de soins. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières. On vous formera sur le tas, petit à petit. Si vous êtes quelqu'un de régulier et de sérieux, ça peut aller au début donc de la contention rapace, comment nourrir les oisillons, jusqu'à faire les premiers soins quand la personne vient régulièrement. Puisque du coup, nous, on ne peut pas former les bénévoles du centre de soins, on ne peut pas les former tous à faire des premiers soins, changer des pansements, donner des médicaments, si la personne vient très peu au centre de soins. Puisque nous, c'est beaucoup de temps qu'on investit de formation. Mais dans tous les cas, vous pouvez venir pour nous aider. De toute façon, il y a du boulot pour tout le monde sur tous les aspects, que ce soit bricolage, nettoyage, nourrissage, administratif. On est preneur parce que on est de toute façon jamais assez. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre disponibilité. Et du coup, donc maintenant, si vous voulez poser vos questions, je serai ravi d'y répondre. Alors oui, du coup, je vais reprendre la parole pour juste vous dire que je vais réactiver vos micros. Encore faut-il que je le trouve. Option de la réunion, peut-être, non? Voilà, j'ai plus toujours essayé. Excusez-moi. Voilà. Normalement, c'est bon. Vous pouvez maintenant réactiver vos micros.
pour poser vos questions. Voilà, alors si vous ne connaissez pas Teams, il y a un outil en haut, voilà, avec un micro, enfin une petite image pour activer votre micro. Il y a un outil caméra aussi, vous pouvez activer votre caméra. Et il y a aussi un outil lever la main s'il y a trop de questions en même temps. Ça permet que du coup, les personnes, enfin voilà, qu'on traite les questions dans l'ordre où elles vont arriver et de pouvoir satisfaire tout le monde. Alors, je vois qu'il y a déjà une question, Sébastien et Yanis. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez là, c'est bon? Oui. D'accord. Bon, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Nous, on est nouvellement adhérents du coup à la LPO. On est basé sur Manza, donc on voit donc l'intérêt pour nous, c'est en tout cas de pouvoir également agir, pas seulement être adhérent, mais également de pouvoir agir. Donc on voit qu'il y a possibilité en tout cas de pouvoir agir et d'aider le centre de soins en étant notamment transporteur. Donc là, c'est intéressant. D'une manière générale, je voulais juste savoir comment fonctionnait le centre de soins. Il est ouvert H24, il y a du monde tout le temps là-bas. Il y a possibilité d'être bénévole éventuellement, mais il faut venir de manière régulière. Comment ça marche concrètement? Alors, du coup, au centre de sauvegarde, donc il n'y a pas du monde H24, étant donné qu'on n'a pas, comment dire, on n'a pas notamment nous les mammifères, donc les oiseaux, dès que le soleil se couche, tout le monde dort, tout le monde est en repos. Donc de toute façon, nous à 8h, 8h30, on est parti. Concrètement, il y a quelqu'un au centre là jusqu'à l'été de 8h à 20h non-stop, 7 jours sur 7. Le centre est ouvert de toute façon toute l'année, tous les jours, quoi qu'il arrive. Il peut y avoir des fermetures exceptionnelles, mais parce que si, malheureusement, en tant que soigneur salarié, on peut être malade et autres, et du coup, les bénévoles essayent de faire ce qu'ils peuvent pour assurer les permanences et tout, mais ils ne peuvent pas tout assurer. Donc, des fois, on est obligé de fermer pour pas être trop débordé. Mais on n'est pas ouvert H24. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Il y avait donc venir en tant que bénévole. Donc nous, voilà, comme je disais, enfin, donc on a toujours besoin de bénévoles. Donc après, que ça soit du transporteur ou directement au centre de soins, vous venez en fait sur vos disponibilités. Il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire, on ne vous demandera pas, vous dites, vous serez le bénévole du mardi, le matin, de telle heure à telle heure. Vous aurez en fait, les bénévoles nous ont accès à un agenda en ligne qui leur permet de voir l'emploi du temps. Nous, on a l'équipe fixe, donc les salariés, donc Emeline et moi, l'autre soigneuse et moi, le responsable, et l'équipe de service civique, où du coup, nous, on se base déjà de manière générale. Et après, on a les stagiaires aussi sur qui je mets l'emploi du temps, et les bénévoles qui essayent qui viennent en fait selon leur dispo à eux, leurs envies, puisque ils viennent pour aider, mais aussi pour se faire plaisir. Et du coup, s'ils voient que tel jour, il y a besoin d'aide parce que là, il y a moins de stagiaires, parce que des personnes sont en repos, d'autres sont en vacances ou autre, et ils peuvent venir ce jour-là parce qu'ils ont vu ça sur l'agenda. Mais il n'y a pas d'obligation. Disons qu'on conseille par contre d'avoir une certaine régularité pour pas perdre le fil, notamment en hiver. Autant en été, bon, comme on a beaucoup d'oisillons à nourrir, c'est des protocoles très simples. Il n'y a pas besoin d'être là régulièrement ou autre. Mais au moins une fois par semaine, ça permet de maintenir à peu près les connaissances. Et puis si la personne est régulière, comme j'évoquais, on l'invite ensuite à passer des formations, des petits modules en fait de formation avec moi ou l'autre soigneuse sur des aspects un peu plus poussés que le nourrissage ou le nettoyage. Donc attraper un rapace, comment donner des médicaments, faire les premiers soins, un diagnostic. Mais ces choses-là, on les fait que pour des personnes qui sont investies et pour qui, en fait, cette formation, donc le temps que nous, on va dépenser, va y avoir un retour. L'idée, c'est de ne pas former tout le monde et que tout le monde s'amuse à faire les soins. C'est vraiment des personnes sur qui on peut avoir confiance, qui viennent souvent et que derrière, on sait que si nous, on n'est pas dispo, le bénévole, le week-end, par exemple, il peut faire un diagnostic ou faire des premiers soins parce qu'il a été formé pour, tout simplement. Mais du coup, cet agenda, il est consultable. Il est consultable comment, du coup, pour savoir à quel moment est-ce qu'on pourrait avoir besoin justement de nous, voilà.
Et bah, du coup, cet agenda, il est consultable dès que vous êtes inscrit en fait en tant que vous avez fait une demande de bénévolat au centre de soins via le formulaire ou si vous venez directement au centre. Et donc là, en fait, la personne, donc on l'invite après avoir rempli ça à faire une première journée au centre pour découvrir l'émission, travailler avec nous, etc. Si les missions lui conviennent, à ce moment-là, on envoie un mail avec les règles de l'agenda, les identifiants de l'agenda, et c'est qu'à ce moment-là qu'elle a accès à l'agenda. C'est pas un agenda qui est public, c'est uniquement pour les bénévoles. Donc il faut faire un premier contact, une première demande, venir au centre et après vous l'avez. Et vous avez des bénévoles qui sont assez jeunes quand même, du coup? Ah bah oui, on a à peu près tous les profils, hein. On a des retraités, on a des personnes des fois qui sont en reconversion. Là, bah, malheureusement, avec la crise du Covid, il y a eu des personnes qui se sont retrouvées au chômage technique, donc on a eu des personnes qui venaient beaucoup. Et puis là, l'été, des fois, on a les étudiants qui sont en vacances, qui sont pas forcément en stage, hein, qui habitent des fois dans les parages et qui veulent aider l'été. On a le campus des CESO qui est à côté, donc généralement, les étudiants du campus sont plus dispo l'hiver parce que c'est l'été qu'ils ont des partiels. Mais voilà, on a à peu près tous les profils et tous les âges. Merci. Je vois, il me semble que c'est le groupe Cantal, c'est Jean-Claude qui a levé la main aussi. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est une heureuse initiative, cette conférence sur les oiseaux blessés. Merci Adrien pour la présentation. Moi, une question, c'est par rapport à l'évaluation des oiseaux blessés et de leur devenir, en fait. Parce que déployer toute une logistique pour faire rapatrier un oiseau qui risque d'être euthanasié si effectivement il ne peut pas être viable ensuite, c'est surtout l'évaluation de ces blessures et qu'est-ce qu'on peut faire, mais éventuellement. Alors bon, j'y arrive parce que depuis le temps maintenant que je bénéficie de tes conseils, Adrien, et que j'ai des vétérinaires qui sont quand même assez conciliants et même très conciliants puisqu'ils acceptent de les examiner, mais on n'a pas toujours le vétérinaire sous la main et c'est surtout les week-ends, ça pose un problème, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut des contentions particulières qu'on pourrait... Mais on n'a pas toujours le matériel pour le faire aussi, quoi. C'est un peu dans l'urgence, en fait. Bah après, ça, malheureusement, c'est très délicat parce que, bon, encore, voilà, là, toi, dans ton cas, Jean-Claude, c'est encore différent puisque là, ça fait longtemps et voilà, on sait, voilà, justement, on t'a appris des choses, etc. Donc maintenant, on a cette confiance-là et ce genre de choses, mais disons qu'on peut pas après, enfin, là, je parle pour les autres personnes qui nous écoutent, mais on peut pas forcément tout de suite expliquer pour faire des diagnostics, etc. à distance, parce qu'il faut qu'on connaisse la personne, qu'on ait confiance, parce que on a malheureusement eu aussi des personnes, alors dans le passé, qui on a dû remercier parce que elles ont pris, je vais pas dire la confiance, mais après avoir été un peu formées ou justement un peu de temps, elles se sont amusées des fois à faire les soins eux-mêmes ou des fois, dans des cas, on était obligé de les signaler, on a fait des euthanasies eux-mêmes. Donc du coup, voilà, on essaye d'y faire doucement. Donc après, c'est vrai que le week-end, je conçois que c'est toujours compliqué. Malheureusement, on n'a pas encore de solution miracle. Le mieux, c'est toujours de maintenir l'oiseau dans le carton. Parce que même quand l'oiseau a une fracture, le carton, ça reste une technique de soin qui s'appelle la cagiothérapie. Ça, en vétérinaire, ils l'utilisent aussi dans certains cas. Et c'est juste en fait de maintenir l'oiseau dans un petit espace pour limiter ses mouvements. Et après, voir dès qu'il y a une solution. Et après, ben là, malheureusement, c'est encore à nous d'essayer de voir pour développer un peu plus le réseau vétérinaire pour avoir des personnes disponibles plus facilement pour tout ce qui va être justement premier diagnostic, etc. C'est pas toujours évident, il n'y en a pas toujours beaucoup qui sont volontaires, hein. Soit ils n'ont pas les connaissances, soit ils n'ont pas le temps. Donc là, c'est encore une autre problématique où faut qu'on voit. Là, on va essayer de voir, nous déjà, là, en Haute-Loire, pour réfléchir à cette problématique déjà avec un vétérinaire qui s'investit aussi beaucoup, un peu comme toi, qui gère les réseaux de rapatriement du département. Et on essaye de voir comment on peut faire, etc. Mais pour l'instant,
C'est encore compliqué. J'ai donné formé d'autres personnes. Voilà, il faut qu'on voit. Après, pour les personnes qui sont là depuis longtemps, après, il y a toujours possibilité, quand la personne est là depuis très très longtemps, de voir les premiers gestes vraiment techniques d'immobilisation, mais les techniques d'immobilisation ou de premiers soins, de toute façon, il faut être deux. Donc, il faut au moins une personne qui ait une formation de contention pour bien maintenir l'oiseau, pour pas que l'oiseau se blesse, pour pas que l'oiseau blesse le soigneur. Ensuite, la personne qui va faire les soins, désinfecter et immobiliser l'aile. Donc voilà, c'est encore délicat. Donc il faut qu'on voit pour ce fonctionnement, mais il faut qu'on le cadre énormément. Donc après, c'est encore des choses qui sont dans les tiroirs et on verra à l'avenir comment on peut organiser ça et cadrer ça. Mais pour l'instant, c'est encore dur. On avance, mais lentement. Mais ça, c'est des problèmes, manque de temps. Alors après, moi j'avais une autre deuxième question, je ne veux pas monopoliser non plus. C'est après le suivi, quoi. C'est un peu compliqué, surtout pour vous au centre de soins, parce que quand c'est chaud, surtout en ce moment avec l'arrivée quand même nombreuse d'oiseaux, les gens aiment bien avoir des nouvelles, les gens qui m'appellent pour confier des oiseaux, ils aiment bien savoir ce que ça devient après, et c'est toujours difficile de vous avoir mais d'avoir des infos. Alors, je sais que quand tu peux, tu réponds, mais après, dans l'avenir, quoi, c'est un peu compliqué, là. Moi, j'avais évoqué déjà lors d'une réunion que les rapatrieurs comme moi puissent avoir un accès euh, consultatif simplement sur les fiches de soins, tu sais, pour éviter d'avoir à vous déranger, en fait, parce que quand on vous appelle, on vous dérange, quoi. C'était un peu. C'est toujours ça, j'ai toujours ça en tête, disons. Ouais, faut qu'on voit parce qu'après le souci c'est que je sais, il faut voir qu'on voit, enfin, faut qu'on voit, je vais y arriver. Il faudrait qu'on voit ça avec la boîte qui édite le logiciel, puisque le logiciel, en fait, on paye un abonnement tous les mois pour une licence. Donc parce que le problème, c'est que si on fait ça, il faudrait une licence par tête et c'est quand même 10 euros par licence, donc par mois. Donc à la fin de l'année, ça fait raide. Et le problème, c'est que si quelqu'un s'amuse à se connecter sur la base de données pendant que nous, on rentre un oiseau de l'autre côté, voilà, ça nous déconnecte. Donc après, la fiche est perdue, c'est le bazar, etc. Donc disons que c'est pareil, il faudrait un cadre, il faudrait quelque chose. Et après, voilà, il y a certaines espèces qu'on a en énorme quantité. Je pense notamment aux martinets. Je mets pas leur numéro à chacun sur leur tête parce que quand on en a 250 en même temps, on s'en sortirait pas et ça nous rajouterait une logistique énorme. Là, donc malheureusement, il y a des espèces sur lesquelles c'est compliqué. Autant si j'ai un cirquette ou un vautour en ce moment, ou à la limite d'un faucon cresserelle, même si j'en ai pas mal, ça reste jouable. Mais quand c'est des espèces qu'on a à l'appel comme ça, là nous derrière, en fait, on pourrait pas donner des conseils, enfin des nouvelles précisément sur l'oiseau. À part si vraiment c'est un oiseau qui a reçu une blessure, notamment les martinets et problèmes aux ailes, si l'oiseau effectivement est malheureusement pas viable et qu'il a dû être euthanasié par le vétérinaire, là, c'est marqué sur sa fiche aussi sec. Mais quand c'est juste un oiseau qui va bien et qui est élevé comme les jeunes, là, après, c'est tout, quoi. Mais l'été, oui, c'est compliqué. L'hiver, ça serait faisable. Mais l'été, je vois pas comment faire ça proprement, malheureusement. D'accord. Bon, ben merci. Il y a Marie-Stéphanie qui indique des licences collectives existent peut-être. En consultatif uniquement, ça se fait. Possible, ça se fait, mais l'entreprise pour l'instant ne l'a pas mis à disposition, ne l'a pas sorti, donc parce que le logiciel a été édité uniquement pour la LPO, donc le problème c'est qu'il faudrait qu'on en refasse la demande et qu'on voit ce qu'il en est. Mais sans ça, je peux pas, j'ai pas la main ni sur le truc ni quoi que ce soit, donc faut que je vois. C'est intéressant comme idée, moi totalement, mais pour l'instant, ouais, je sais pas. Ok. Il n'y a plus de mains levées, mais je voulais juste poser des questions comme ça, peut-être. Déjà, est-ce que vous avez trouvé la présentation claire ou est-ce que vous avez eu des questions qui vous venaient pendant que ça a été présenté? Est-ce que quelqu'un a envie de s'investir au centre de sauvegarde? De quelle manière? Est-ce que bénévole rapatrieur, ça peut vous intéresser? Ou alors, si vous avez tout simplement d'autres idées, d'autres remarques
à nous faire part. Je peux me reprendre un peu la parole là? Alors, attends, il y a d'abord Seb et Yanis. D'accord, pas de problème. Alors, oui, bah, pour répondre un peu à votre question, déjà, est-ce qu'on a une idée du nombre de rapatrieurs qu'il peut y avoir et de leur répartition géographique? À savoir, bon, j'imagine qu'on peut être plusieurs rapatrieurs sur un même secteur, c'est pas plus mal, hein. Je pense qu'on couvrirait d'autant mieux. Mais du coup, voilà, nous, être rapatrieurs avec plaisir, évidemment. Maintenant, à savoir justement s'il y en a déjà, où sont les besoins essentiellement, quoi. Alors ça va être très simple. Je vais vous partager la carte. Comme ça, vous allez voir déjà à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. Hop. Voilà, vous voyez tous. Donc, les rapatrieurs, donc, à l'heure actuelle, on en a à peu près une centaine d'inscrits. Après, en actif, on doit en avoir à peu près un quart. Honnêtement, on a beaucoup, en fait, c'est souvent des personnes qui font des trajets réguliers sur des grosses villes. Donc là, par exemple, on a Jean-Claude qui, sur le Cantal, donc, centralise beaucoup sur Aurillac et du coup le fait transiter par une entreprise ambulancière qui fait le trajet régulièrement. Donc ça nous enlève une énorme épine. Là, sur la Haute-Loire, par exemple, on a le docteur Destoué qui centralise aussi beaucoup et qui se débrouille avec son propre réseau aussi. Et bon, on a quand même l'Allier qui coince encore pas mal avec tout ce qui est Montluçon, Moulins, Vichy ou autre. Où là, bon, on essaye de trouver pareil, si possible, des personnes qui fassent des trajets réguliers. De temps en temps, on a aussi un bénévole, nous, qui est conducteur de train. Donc, des fois, on arrive à avoir des rapatriements à ces endroits-là. Mais voilà, ça reste un peu compliqué. Avec forcément une grosse densité dans le Puy-de-Dôme. Ce qui n'est pas forcément toujours, qui n'est pas l'endroit où on a le plus besoin, vu que les personnes se déplacent plus facilement du Puy-de-Dôme jusqu'au centre de soins. Mais voilà, c'est beaucoup aussi une grosse concentration donc dans le sud ou un petit peu sur la 75 et toutes les villes. Et après, voilà, ça s'éparpille un peu dès qu'on commence à sortir de l'Auvergne. Donc voilà à peu près les besoins de ce côté-là. Là, prochainement, on recherche, nous, je ne sais pas s'il y a des gens de l'Allier, par exemple, mais bientôt, le PAL va pouvoir ouvrir un point relais dans son parc. Et du coup, on renverra une partie des oiseaux du secteur moulin, etc., vers eux. Et là, par exemple, on cherche en fait des personnes qui vont faire ces trajets régulièrement, moulin, enfin le PAL, le Clermont, pour justement régulièrement récupérer les oiseaux auxquels le PAL a fait les premiers soins ou ce genre de choses. Voilà, disons que les grandes villes, quelqu'un qui fait des trajets régulièrement sur des grandes villes, ça reste le plus appréciable, que ce soit pour le boulot, pour aller voir la famille les week-ends ou autre, parce que du coup, on arrive à visualiser plus facilement une solution pour la personne et quelque chose pour nous aussi. Parce que des fois, malheureusement, on n'a pas toujours de réponse positive pour des oiseaux et ça coince et l'oiseau finit par mourir chez la personne. Donc voilà. Alors pour rebondir, Adrien, il y a Marie-Stéphanie qui met dans la conversation que ça l'intéresse d'être rapatrieur. Je ne fais pas de trajet car je travaille de chez moi, mais je peux du coup me rendre disponible. Ah, c'est dans l'Allier. Prenez la parole. Les deux ont fait un relais. Ah non, je ne sais pas qui parle. En tout cas, et donc elle habite sur Vichy. Est-ce que, Marie-Stéphanie, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Oui, c'est bon. Ah, super. Donc, c'est ça, j'ai résumé à peu près. Oui, voilà. Donc, moi, je ne fais pas de trajet régulier ou quotidien, comme vous mentionniez, mais d'un autre côté, s'il y a un besoin précis, je peux me rendre disponible assez facilement. Voilà, même pour faire un trajet assez long. Donc, c'est une souplesse aussi qui peut-être peut vous intéresser. Ah bah oui, après nous souvent c'est vrai qu'on apprécie, voilà, on aime bien les personnes qui font des trajets réguliers parce que
au moins ça dérange le moins possible la personne, parce que bon, faut aussi, on essaye de penser aussi à l'impact carbone, ça fait un peu un covoiturage en même temps, si on peut dire ça comme ça. Mais après, voilà, on a besoin des personnes qui soient aussi flexibles ou autres, hein. Nous, on accepte toutes les aides, il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout qu'après, comment dire, il n'y a pas. Nous, on fonctionne par SMS principalement pour être le moins intrusif possible. La personne, comme ça, en fait, on envoie un groupe de bénévoles transporteurs. Par exemple, sur Vichy, là, comme vous avez pu voir, j'en ai quelques-uns, ils ne sont pas toujours disponibles, mais on envoie aux 6-7 qu'il y avait dessus. Et du coup, comment dire, on envoie un texto avec les coordonnées du découvreur, la situation, des fois ce que le découvreur peut faire comme trajet, parce que des fois il y en a qui sont un peu plus loin, mais ils peuvent faire par exemple aller jusqu'à Vichy, admettons. Et après, le bénévole transporteur, donc il reçoit ce message. Et du coup, il dit je le prends en charge et il contacte la personne sans attendre de réponse de notre part. Et après, voilà, il rapatrie l'oiseau ou des fois, il nous contacte en disant je peux le récupérer, mais je peux aller jusqu'à telle ville. Est-ce qu'il y a un autre rapatrieur qui peut prendre le relais ou ce genre de choses. Mais voilà, nous, il n'y a pas forcément besoin de faire des trajets réguliers. Disons que c'est plus le côté pratique de la chose. Mais pas de problème là-dessus, hein. Nous, on prend toute l'aide disponible. Ok, d'accord. Donc du coup, j'imagine qu'on vous contacte pour cette procédure. C'est un peu comme pour être bénévole. C'est un peu pareil que pour être bénévole. D'accord. Vous avez aussi dans le formulaire pour être bénévole, le formulaire bénévolat général de la LPO, vous avez une partie donc centre de soins avec la mission bénévole au centre de soins ou bénévole transporteur. Et donc après, dès que je fais une extraction sur les personnes qui veulent être bénévole transporteur, je leur donne un petit peu quelques docs sur la loi, etc. Puisque pour parenthèse, donc le déplacement d'espèces protégées est interdit. On n'a pas le droit de base, sauf dérogation pour un animal qui est considéré en détresse et dont ensuite le but est de l'emmener au centre de sauvegarde. Voilà, donc on rappelle un petit peu la loi avec tout ce qui est là-dessus. Donc les personnes sont protégées dès lors que l'animal est en détresse et que nous on est prévenus. Et les rapatrieurs étant inscrits sur la liste, donc on peut justifier qui sont mandatés par nous pour cette mission-là. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y a juste à remplir ce formulaire. Alors, du coup, je rebondis sur le message dans la conversation de Seb et Yanis qui disent aussi qu'ils aimeraient être rapatrieurs sur le secteur de Monza et alentours. Et je vais vous inviter du coup à prendre contact avec le centre de soins ultérieurement. Parce que là, il est 20h, on a peut-être environ encore 10 minutes. Hein, on a commencé un petit peu en retard, donc on va déborder un petit peu. Et je vois qu'il y a encore 2 mains levées. Donc, il y a Jean-Claude. Je te laisse la parole. Et il y a aussi Isabelle Bobier dans un deuxième temps. Non, j'ai oublié d'enlever la main, excuse-moi. Ah c'est pas grave. Du coup, on va donner la parole à Isabelle. Alors, tu n'as pas activé ton micro, Isabelle? Non, toujours pas. Voilà. Voilà. Il est réactivé. Ah bon. Mais c'était fait, non? Mais j'avais pas eu la notification comme quoi il était réactivé. Oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis intéressée je veux bien être rapatrieur. C'est vrai que je suis sur Clermont, donc il y a moins de besoins. Alors, je ne veux pas faire la route tous les jours, mais ponctuellement, comment dire, une situation un peu d'urgence où, je veux dire, on m'appelle et si je suis dispo, je peux aller jusqu'à Vichy, Montluçon, Moulins. Ça me pose aucun problème, quoi. Hein. Et puis, après, de toute façon, voilà, c'est juste nous donner les contraintes. Nous, en tant que rapatrieurs, si on nous dit que moi je veux être rapatrieur et je veux bien aller jusqu'à Vichy, Moulins ponctuellement, de toute façon, nous, comme je disais, on envoie un texto qui est du coup pas intrusif, c'est pas un ordre, hein, c'est juste un appel à transport. Et si le rapatrieur nous dit moi je peux pas, il peut pas, hein, on lui en voudra pas, hein, c'est normal. Et s'il dit il peut, après si ça le dérange pas d'aller jusqu'à Moulins rapatrier les oiseaux, il fait comme il veut. Hein. Nous on prend voilà, c'est sur la base du volontariat de toute façon, il n'y a pas d'obligation. Je souligne bien ça. Oui, je sais bien Aurélien, mais en plus moi
On a une maison de famille qui est à 30 km de Molisson, où je vais presque tous les week-ends en été. Donc bon, je veux dire, éventuellement, c'est rien pour moi. C'est bien, c'est bon à savoir. Parce que, voilà, des fois, il y a des coins, ça coince, justement. Donc, bon, carrément, voilà. faut pas hésiter. Voilà, donc du coup, vous pouvez me noter aussi et je suis intéressée, quoi. Voilà. Ok, bah, du coup, Isabelle, idem, le mieux, c'est de prendre contact directement avec le centre de soins. Je pense qu'on va clore l'événement. Déjà, merci à vous tous. Je vais peut-être remettre la caméra. Merci à vous tous d'avoir été nombreux et puis d'avoir posé plein de questions et surtout de nous dire déjà que vous souhaitez vous investir au centre de sauvegarde. C'est super important pour nous parce qu'on manque de bras. Je voulais dire aussi merci à Adrien pour sa présentation et pour tout ce qu'il fait au centre de soins parce qu'il est salarié mais il donne du temps aussi en bénévole un petit peu. Voilà. Merci à Marie aussi, la tuilière, qui m'a aidée à organiser cette conférence, entre autres, qui a fait l'arrière-plan que vous voyez là, jeudi nature. Si jamais vous n'avez pas pu assister à tout, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui s'étaient connectées plus tard. Vous pourrez le revoir en replay sur notre chaîne YouTube. Et du coup, je vous invite à la prochaine conférence, réunion Jeudi Nature, qui est le 1er juillet sur les odonates. Donc, c'est les libellules, en fait. Le 1er juillet, toujours à la même heure, 19h, 20h, toujours le même format, une demi-heure de présentation, une demi-heure de questions-réponses. Et ben voilà, j'espère qu'on vous y retrouvera aussi. Ce sera avec Bastien du groupe Jeune. Voilà. Et ben maintenant, je vous dis au revoir. Et puis, au revoir et merci. Voilà. Et vous pouvez prendre le temps maintenant d'aller observer un petit peu la nature autour de vous et de ne pas rester devant l'écran. Au revoir. Bonne soirée Au revoir à tous. Au revoir.